Bonjour à tous. Son propre laptop. Avant de commencer, je vais commencer par le traditionnel sondage. Qui a déjà entendu parler d'Apache Kafka? Ouais, quasiment tout le monde. Qui a déjà utilisé sur un projet, idéalement en production? Un peu moins. Et qui sait vraiment comment ça fonctionne à l'intérieur ou quelles sont ses différences par rapport à d'autres messages brokers, par exemple RabbitMQ ou ActiveMQ? Un peu moins de personnes aussi. C'est l'objectif de ma présentation ce soir. Et souvent on me fait la blague, Kafka c'est kafkaïen. L'objectif de ma présentation ce soir, c'est de vous prouver que c'est pas kafkaïen et que c'est pas vraiment compliqué. D'ailleurs, c'est intéressant de regarder pourquoi le produit s'appelle Kafka. Et en fait, on est un peu déçu quand on regarde. Parce que quand on va chercher un peu sur Internet une citation de Jay Krebs, qui est un des créateurs de la technologie, en fait, il nous indique qu'il a appelé le projet Kafka parce que ça écrivait des messages et surtout parce que ça avait une sonorité cool pour un projet open source. Et la comparaison avec Frank Kafka s'arrête ici. Bonjour à tous, je suis Hervé Rivière. Je suis co-organisateur du Meetup Paris Kafka. On est à ce soir 981 membres. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, peut-être qu'on va atteindre des milliers de membres ce soir, ce serait bien. Et on essaye d'organiser des meet-up à peu près tous les trimestres pour des retours d'expérience où on invite aussi, on a invité dernièrement Néane Artiedé qui est une des co-créatrices de Kafka, donc qui travaille avant chez LinkedIn. Et j'ai été invité par David sur donc aujourd'hui ce soir. Et quand on parle de Kafka, moi j'ai qu'une envie, c'est venir. Donc d'où ma présence ce soir. À propos du Meetup Paris Kafka, on recherche activement des speakers. Donc si vous connaissez des personnes ou si vous souhaitez faire des talks au Meetup, n'hésitez pas à me contacter ou à me contacter sur la messagerie Meetup ou à venir en parler. Vous êtes plus que les bienvenus. Et en dehors du Meetup Paris Kafka, donc je fais aussi autre chose, j'aimerais bien pouvoir faire que ça, mais c'est un peu compliqué. Je suis data engineer et formateur Kafka chez Zenica, qui est un cabinet de conseil en architecture et centre de formation. Donc data engineer, pour caricaturer un peu, je fais de la plomberie avec les données, avec des systèmes Hadoop ou Kafka par exemple. Donc au niveau des agendas, sur ma présentation, une première partie où en fait je vais vous poser un cas d'usage. Et David et Robin m'ont beaucoup aidé en fait parce qu'ils ont déjà bien introduit la notion de pourquoi utiliser un event broker au sein d'une architecture microservice. Et je vais enchaîner après sur qu'est-ce qui est la particularité de Kafka et pourquoi on dit que Kafka est un produit scalable, donc notamment via la notion de partition et de consumer group. Donc je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Et enfin, je terminerai par une démo. Donc l'idée de cette présentation, c'est vraiment de vous présenter le concept cœur de Kafka, de qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui est le cœur de la technologie. Donc le cas d'usage, on va par exemple imaginer qu'on est tous développeurs d'une société qui édite par exemple un jeu vidéo sur smartphone, et on propose à nos utilisateurs d'acheter des crédits ou de dépenser des crédits dans le jeu. Et on a besoin d'avoir un microservice par exemple, par exemple on peut appuyer Wallet Service qui va gérer en fait le crédit des utilisateurs. Donc typiquement, au niveau des aspects, ce microservice, il faut qu'il soit capable qu'on puisse ajouter des crédits. Typiquement, si on ajoute 10 dollars à John ou 30 dollars à Bob, il doit être capable aussi de gérer des débits. Donc on enlève, John a dépensé 10 dollars. Et enfin, il faut qu'il soit capable d'afficher un solde en fait. Quel est le solde de John? S'il a acheté pour 30 dollars et dépensé pour 10 dollars, le solde de John, c'est 20 dollars. Donc voici les spécifications. Et il y a aussi d'autres spécifications. Comme on est à la pointe de la technologie et sur les patterns au niveau architecture, on souhaite que toutes
que tout microservice soit orienté event sourcing, c'est-à-dire qu'on va avoir les événements en premier lieu et c'est à partir des événements qu'on va interpréter en fait un état, typiquement le SOID ou autre chose. On veut, et c'est important au niveau d'une architecture microservice, d'être scalable et tolérant à la panne, typiquement avoir plusieurs instances qui vont se répartir la charge et si une instance qui tombe, que d'autres puissent reprendre la main et enfin être performant. Donc performant va être scalable et tolérant à la panne assez souvent et enfin pouvoir s'interfacer facilement avec d'autres services ou microservices. Donc là, je vais aller assez vite parce que finalement, c'est ce qu'on a vu dans la présentation précédente. Une des premières possibilités, c'est de faire du reste partout. Par contre, ça peut poser des problèmes si typiquement, ça peut poser des problèmes si au niveau de votre service, on veut stocker les événements, ce qu'on veut faire en fait. Donc il va falloir imaginer et choisir une solution d'event store en fait au niveau de votre service. Donc typiquement, ça peut être une base de données, mais dans ce cas-là, il va falloir gérer comment je fais pour la scalabilité de ma base de données ou comment je fais pour la haute disponibilité de ma base de données. Il y a d'autres problèmes aussi. Typiquement, qu'est-ce qui se passe si le service marketing ou microservice marketing y tombe? On va avoir des erreurs 500 et ça va bloquer toute architecture. De même, si on veut faire du double run et qu'on a un service fraude et qu'on a une nouvelle version et que finalement on veut faire du double run pour vérifier est-ce que la nouvelle version est vraiment plus performant par rapport à l'ancienne. Typiquement, ça peut être très utile si vous faites du machine learning et vous n'êtes pas vraiment sûr que votre nouveau modèle est plus performant que l'ancien. Il va falloir avoir typiquement jouer des load balancers, comme ce qu'on a vu au niveau de la première présentation, pour envoyer les flux sur les deux services. Et ce n'est pas quelque chose qui va être évident ou facile à faire. Enfin, un autre exemple aussi, c'est typiquement si on a une brique qui est plus lente que les autres, elle peut en fait ralentir l'ensemble de l'architecture. Une autre possibilité d'architecture, c'est de dire tout ce qui est synchrone, ça va rester en reste. Tout ce qui va être asynchrone, et c'est ce que vous avez montré David et Robin, ça va passer par un bus de messages. Typiquement, du coup, ça nous permet que si le service marketing tombe, la touche de message abstrait en fait et ne perturbe pas les autres événements, les autres services, excusez-moi. De même, notre service fraude V2, on va pouvoir le rajouter facilement, il va juste écouter les mêmes événements que le service fraude. Enfin, sur d'autres services analytiques qui est plus lent, le bus de message en fait va permettre de pouvoir bufferiser en fait et de ne pas perturber en fait, d'avoir cette notion d'asynchrone. Donc il existe plusieurs possibilités et plusieurs technos en fait pour choisir un bus de message. Et ce soir, je vais vous parler de Kafka, parce que Kafka il possède des avantages qui rentrent très bien dans cette architecture. Le premier avantage de Kafka, c'est qu'il va servir de bus de message et d'event store. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire transmettre vos événements au sein de Kafka et vous allez aussi pouvoir stocker ces événements, les stocker sur une longue durée, typiquement les stocker même à l'infini, dire je stocke tous mes événements et être capable de relire les messages déjà publiés. C'est-à-dire qu'un consumer, il va recevoir les messages et il va être capable, s'il le souhaite, de dire bah, je vais rembobiner et je vais relire aussi tous les événements que j'ai reçus depuis telle date, par exemple. Typiquement, ça c'est intéressant quand on est en orienté event sourcing et qu'on veut reconstruire un état à partir de nos événements. Enfin, il y a deux autres avantages au niveau de Kafka par rapport à d'autres event brokers, c'est qu'il va être scalable, tolérant à la panne nativement et il va aussi être particulièrement performant. Donc typiquement, pour une même configuration de serveur, on peut avoir des débits entre 3 et 5 fois plus rapides sur Kafka par rapport à du ActiveMQ ou RabbitMQ. Donc pourquoi on dit que Kafka est un système scalable? En fait, c'est pour deux notions, la notion de partition et la notion de consumer group. Avant de vous parler de ces deux notions, je vais en fait reprendre les grandes terminologies au niveau message broker. Donc pour ceux qui ont par exemple fait du RabbitMQ, il n'y a rien de nouveau en fait, c'est les mêmes terminologies.
Donc un cluster Kafka est constitué de brokers. C'est intéressant de traduire en français le mot broker. En fait, on peut le traduire par intermédiaire. Et effectivement, en fait, les brokers, c'est les intermédiaires entre des producers qui produisent des messages et des consommateurs qui consomment des messages. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que les producteurs et les consommateurs, ils s'adressent uniquement aux brokers. Ils ne vont jamais communiquer directement. On a ensuite besoin d'une deuxième notion, c'est la notion de topic. Typiquement, si vous envoyez des événements au sein d'un message bus, vous allez avoir besoin d'une terminologie pour classifier les événements ensemble. Exactement comme dans une base de données, on a des tables qui ont une même structure et un même domaine fonctionnel de données. Ici, dans un message broker, on va voir ce qu'ils appellent des topics. Donc des topics, c'est un ensemble d'événements sur un même thème et qui partagent la même structure. Typiquement, ça peut être l'ensemble des événements produits par mon site web, c'est-à-dire l'ensemble des pages qui ont été visitées. Et un autre topic, ça peut être l'ensemble de mes transactions bancaires. Donc, par exemple, topic A, topic B, topic C. Et enfin, ça permet d'avoir les architectures où on va avoir des producers qui vont écrire vers un ou plusieurs topics et des consommateurs qui vont consommer depuis un ou plusieurs topics. Donc si on reprend la partie microservices, on peut avoir des microservices qui vont être juste des producers, ils vont juste émettre des événements, d'autres qui vont être juste des consommateurs, ils vont juste consommer des événements, et enfin des microservices qui vont être consommateurs et producers. Typiquement, si on a un service qui gère la fraude, il va consommer le topic par exemple des transactions bancaires, il va faire ses règles de gestion en interne, et il va émettre sur un autre topic. Chaque fois qu'il détecte une fraude potentielle, il va émettre sur un autre topic la fraude. Et ce topic va être consommé par d'autres services pour, par exemple, bannir un utilisateur ou lui envoyer un email, etc. En fait, si on va plus en détail au sein d'un broker Kafka, c'est pas très compliqué. Et il vous suffirait de prendre une base de données, par exemple un MySQL, pour recréer en fait un broker. En fait, pour refaire un broker Kafka, il vous suffit de prendre un MySQL, de créer une table par topic, et chaque table va avoir 3 colonnes. Une première colonne que vous avez appelée offset, qui va être votre clé primaire qui va s'incrémenter automatiquement, et 2 autres colonnes qui vont être la clé et la valeur, qui vont être des blobs, c'est-à-dire des tableaux de tête. Et vous allez dire à tous les producteurs, bah, si tu veux écrire dans mon système, tu vas insérer en fait une clé, une valeur dans ma table, et du coup j'ai mon offset qui s'incrémente automatiquement. Et pour toutes les applications qui veulent consommer, vous allez leur indiquer, tu fais un set étoile sur la table qui t'intéresse, en commençant à offset 0, et ensuite la seconde retraite, tu feras à partir de le dernier offset que tu as reçu. Donc, par exemple, offset 2. Ça, la première information, c'est que vous voyez bien ici que Kafka est un système de pooling. C'est-à-dire que, contrairement par exemple à d'autres systèmes qui sont en push, ici c'est bien le consumer qui va régulièrement faire des requêtes pour savoir est-ce qu'il y a des nouveaux messages ou pas, et qui va aller chercher en fait les données au sein des brokers. Ça permet avantage. Donc typiquement pour le 2, hop, il arrive et il arrive ici, excusez-moi pour l'assiette blanche. Et avantage, c'est que le consumer il peut rembobiner et repartir en fait sur un offset, par exemple offset 0, et revenir sur l'ensemble des événements. Maintenant, par rapport à ce que je vous décris au niveau base de données et ce que je vous ai décrit en général dans Kafka, je vous ai montré que les topics, ils étaient distribués. Ici, dans l'exemple que je vous montre, le topic n'est pas du tout distribué, juste sur une seule machine. En fait, il y a une méthode très simple pour résoudre ce problème, c'est d'utiliser le champ clé en fait, et d'avoir plusieurs instances de votre système. Et en fonction des clés, en fait, vous allez envoyer vers différentes partitions, vers différentes instances de votre base. En fait, en vrai, dans Kafka, dans un broker,
cette structure en fait où on ajoute un message à la fin, c'est pas une base de données, c'est un fichier de log en fait, exactement comme un fichier de log d'un applicatif, sauf que là c'est les données. Et les seules fonctions qui sont possibles, c'est soit j'ajoute une ligne, soit je lis en fait mon fichier, mais ce qui a été écrit en fait est immuable. Ce qui se passe en fait au niveau des brokers, c'est qu'un topic, il va être partitionné sur différents fichiers au sein des brokers. Donc, par exemple, le topic A, il va avoir 3 partitions, donc c'est l'utilisateur qui choisit le nombre de partitions, et les 3 partitions vont être réparties sur différents fichiers, sur 3 fichiers, un sur chaque broker. Vous pouvez aussi avoir un topic B qui a 2 partitions, donc on aura 2 fichiers, et un topic C qui va avoir 30 partitions. Dans ce cas-là, vous aurez 10 fichiers par broker. Au niveau du producer, en fait, c'est le producer qui va déterminer les partitions. Et il va appliquer en fait une fonction de hash au niveau des clés. Typiquement, le hash de, par exemple, de Marie, ça, modulo le nombre de partitions, ça va toujours donner 3. Et donc, l'événement Marie 20 partira toujours vers la partition 3. Un autre exemple, c'est par exemple Bob. Le hash, par exemple, de Bob modulo 3, on va dire que ça donne 2. Et donc, tous les événements qui seront liés à Bob vont forcément partir vers la partition 2. Ça, c'est partie producer. Côté consumer, ce qui se passe, c'est que le consumer, en fait, si le consumer est juste intéressé par le topic A, il va consommer et recevoir toutes les données des différentes partitions. Et on peut avoir plusieurs consumers, c'est tout l'intérêt des bus de message. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple un consumer qui va calculer solde, qui pour chaque personne va calculer solde, et potentiellement un autre consumer qui va calculer est-ce que, en fonction d'autres critères, mon client est un fraudeur ou pas. L'avantage de système en partition, de système partitionné, c'est qu'il permet une haute disponibilité, dans le sens que chaque partition est répliquée sur un autre broker. Donc typiquement, j'ai un de mes brokers qui tombe, et la partition 3, en fait, est répliquée automatiquement, en fait, en permanence, vous envoyez un message sur un autre broker, et c'est un autre broker qui va reprendre en fait la main, et ça va être transparent aussi bien pour les producteurs que pour les consommateurs. Donc pour résumer, cette notion de partition utopique, elle va avoir 2 intérêts. Un premier intérêt au niveau scalabilité. Typiquement, si vous envoyez 10 000 messages par seconde dans un topic, si vous avez 3 machines, comme le producer va partitionner la donnée, vous aurez plus de 3000 messages par seconde sur chacune des machines. Vous rajoutez une machine, vous aurez de moins en moins de messages par seconde. Pareil aussi au niveau des consommateurs. Premier avantage, scalabilité. Deuxième avantage, c'est la partie haute dispo, où si une machine tombe, ça va être une autre qui va être capable de prendre la charge. Donc ça, c'est intéressant. Mais on peut faire mieux. On peut aussi apporter la scalabilité au sein de nos applicatifs avec Kafka. Donc là, on a vu scalabilité et tolérance à la panne au sein des brokers. En fait, grâce à une notion qui s'appelle Consumer Group, on va pouvoir apporter la scalabilité et la tolérance à la panne à notre consumer qui se trouve en haut, pour éviter de se retrouver dans cette situation où en fait j'ai qu'un seul consumer qui va calculer un état, et si jamais j'ai beaucoup de clients, dans ce cas la machine va potentiellement avoir de plus en plus de mal à gérer la charge, ou potentiellement si la machine s'arrête, je perds complètement mon service. En fait, il est possible avec Kafka de définir des consumers dans un consumer group. Donc typiquement, en fait, notre microservice solde, il va appartenir à un consumer group, et on va avoir plusieurs consumers qui vont être dans ce consumer group. Donc typiquement, c'est exactement pareil que si vous avez une première instance d'une application et vous en montez une deuxième, exactement identique, qui va se connecter à Kafka.
Ici, automatiquement, en fait, si deux consommateurs sont dans le même consumer group, Kafka et Broker vont automatiquement se mettre d'accord pour répartir la charge au sein des partitions. Typiquement, le consumer seuil de 2, il va juste avoir la partition 1, et le consumer seuil de 1, il aura la charge de la partition 2 et de la partition 3. Si maintenant, je monte une troisième instance de mon applicatif, je vais avoir une répartition où chaque partition sera lue par uniquement un consumer. Typiquement, j'ai mon consumer seuil de 3 qui tombe, je me retrouve dans cette situation. Par contre, et vous en apercevez, je pense sûrement, pour gérer cet aspect, il faut être capable, notamment quand je démarre mon consumer seuil de 2, de retrouver mon état. Typiquement, retrouver que John a 42 Hz sur son compte et Alice moins 30. Et ça, c'est possible en reparcourant en fait, et en ayant cette possibilité de reparcourir les événements au niveau de notre partition. D'où l'importance aussi de bien partitionner ces données au sein des partitions, parce que si jamais on partitionne mal et que John a des événements qui se baladent sur plusieurs partitions, le calcul du solde, il va marcher ici quand on n'a qu'une seule instance de consumer. Par contre, il va devenir faux quand on va avoir plusieurs instances, parce que potentiellement, on va avoir deux soldes différents sur deux machines. Petite particularité aussi, la partition est vraiment une unité de base, dans le sens que si vous démarrez une quatrième instance, bah en fait, cette instance va rester au stand-by, elle va recevoir aucune donnée, parce qu'il n'y a pas de partition supplémentaire à être visible en fait. En fait, le consumer group, il assure qu'un message est consommé une et une seule fois par un des consommateurs du consumer group. Que de partitions, c'est ça. Sachant que le nombre de partitions est configurable. Et généralement, en fait, c'est un multiple des nombres de brokers, par exemple. Et c'est entre 3 et 50 partitions, par exemple, pour un topic. Donc là, je vous ai déjà fait l'exemple. Si jamais le consumer seuil de 3 il tombe, c'est le consumer seuil de 1 qui va reprendre. Ouais. Très bonne question. Très bonne question. Ça se passe mal. Dans le sens que les best practices, ça se passe mal dans le sens qu'au niveau partitionnement, on va avoir plus le même partitionnement en fait. Et donc on va typiquement avoir le cas d'exemple qui était mon contre-exemple de certains événements d'une même personne qui vont être sur différents brokers. Donc en fait, il y a deux best practices sur cet aspect. Première best practice, c'est de prévoir sa charge. C'est-à-dire qu'en fait, avoir beaucoup de partitions, gérer un nombre relatif de, par exemple, entre 10 et 50 partitions au niveau d'un consumer ou un producteur, c'est pas forcément très coûteux au niveau de Kafka. Donc en fait, on prévoit sa charge en disant bah, j'ai 25 partitions. Pour l'instant, j'ai 3 brokers et au moins, si je veux en rajouter un quatrième, je serai large en fait. Et sinon, si on n'a pas fait dès le départ, en fait, ce qu'il faut faire, c'est arrêter le système de producer et consumer, donc de plus produire de messages et de recréer le topic en fait, de recréer un topic avec plus de partitions et de renvoyer tous les événements dans le nouveau topic. Non. Il propose des systèmes pour si il y a un nouveau broker de rebalancer certaines partitions dessus. Par contre, c'est pas lui qui va prendre en charge de s'il y a une nouvelle partition. Il va pas savoir quelles données en fait. Il va pas savoir quelles données mettre sur la nouvelle partition en fait. Donc l'avantage des consumer groups, c'est cette fois-ci on a une scalabilité et une autre disponibilité de nos applicatifs en fait. Notre microservice par exemple, qui à l'origine n'était pas particulièrement pensé pour être forcément scalable ou être tolérant à la panne, si on l'intègre dans cette notion et des consumer groups, il va pouvoir bénéficier en fait de ces avantages au sein de Kafka, c'est-à-dire que vous allez pouvoir répartir la charge automatiquement et vous allez pouvoir aussi avoir une réaffectation, un rebalance si jamais une instance y tombe. Souvent en fait,
Ce qui se passe, c'est qu'on a un service ou un microservice, c'est un consumer group en fait. Et vous démarrez par exemple avec juste un consumer. Et si jamais vous avez besoin de monter en scalabilité, vous démarrez une nouvelle instance et le flux va automatiquement se partager entre les deux. Pour résumer, les points d'intention, c'est une micro d'un broker Kafka en fait. Au final, c'est de gérer des partitions. C'est pas, et on pense souvent, le rôle de Kafka et des brokers, c'est de gérer des topics. En fait, les topics, c'est juste de la métadonnée. C'est juste de la métadonnée qu'un topic, c'est un ensemble de partitions. Mais la notion de topic, physiquement dans Kafka, en fait, n'existe pas. Ce qui est vraiment, c'est des partitions. Et ce qu'il faut faire attention, les points d'intention, c'est au niveau des producers, attention à la stratégie de partitionnement, donc typiquement on en a un peu parlé. Et au niveau des consumers, comment on va gérer les offsets et comment on va gérer les rebalance. En fait, et ça va toute la complexité au niveau de Kafka, et c'est là où il peut y avoir beaucoup de travail à faire, c'est quel comportement mon applicatif doit avoir quand il est notifié par Kafka. Attention, il y a une nouvelle partition qui arrive, comment je vais faire pour retrouver mon état. Ou attention, tu avais une partition et maintenant il faut que tu la libères en fait. Et il faut que parce qu'elle va être réaffectée à quelqu'un d'autre. Pour terminer, je vais vous proposer une petite démo. Donc elle va se passer ici, donc vous ne me verrez pas mais vous m'entendrez. Donc l'idée c'est juste de vous présenter un peu qu'est-ce qui se passe au niveau dans une comment on fait cette notion de consumer group juste avec des producers et consumers en ligne de commande. Donc je triche un peu. J'ai déjà préparé quelques oui, je peux zoomer. C'est bon pour tout le monde ou faut que je zoome un peu Non, c'est bon. Donc ici, en fait, je vais créer un topic dans Kafka avec deux partitions et un replication factor de 1 parce que de toute façon, je suis que sur ma machine, j'ai qu'un seul broker. Donc si jamais je mets un replication factor de 2, il va me dire bah, t'as pas le droit parce que je peux pas répliquer deux fois sur la même machine. Et ensuite, je vais avoir un producer. Donc j'ai un producer en fait qui va écrire dans le topic démo et je vais lui dire que mes queues en fait sont séparées par des virgules. Donc je vais par exemple taper John 10, Alice 30, Bob 20. Et maintenant ici, je vais démarrer un consumer en fait. Je vais démarrer sur le topic démo. Je vais lui dire tu reprends mes événements depuis le début. Et tu es dans le groupe ID en fait, dans le consumer group Wyatt. Donc mon application s'appelle Wyatt. Donc typiquement, je vais démarrer. Et si tout se passe bien, je retrouve mes événements. Typiquement, je peux en démarrer un deuxième. Cette fois-ci, je vais dire que mon groupe ID, c'est Wyatt 2. Donc là, c'est deux applications distinctes. Donc si je renvoie Bob 30, les deux applications ont reçu Bob 30. Donc ça marche bien. Maintenant, ce qui est intéressant, ça va être de redémarrer un deuxième consumer avec le même consumer group, le même groupe ID, donc Wyatt. Et ce qu'on va voir, c'est qu'automatiquement, je vais avoir en fait une répartition de charge entre mes deux consumers. Donc typiquement, chaque fois que Bob est présente, ça part sur le consumer en haut à droite. Et pour John et Alice, ça part pour le consumer en bas à droite. John 20, ça va apparaître ici. Et si j'en redémarre à côté un troisième, typiquement, comme on n'a que deux partitions, donc il y a un des trois consumers qui va recevoir aucun message.
Et je peux terminer en tuant mes deux autres consommateurs et tous les messages reviennent sur le seul consumer qui est actif. Donc ici, au niveau juste de la partie console, on ne peut pas revenir dans le passé en fait et rembobiner. Mais au niveau, par exemple, si vous utilisez les API Java, vous êtes notifié en fait et vous avez des événements chaque fois qu'il y a un nouveau consumer qui apparaît. Et vous êtes notifié des partitions qui vous sont affectées et des comportements. Et vous pouvez faire un comportement spécifique pour retrouver votre état, par exemple. Ah, c'est bientôt l'apéro. Ça tombe bien, c'est la conclusion. Pour conclure, j'ai essayé dans cette présentation de vous montrer que Kafka, c'est plus qu'un simple bus de message en fait. C'est bus de message, c'est un event store, et il y a aussi tout un écosystème qui est de plus en plus riche et qui est très dynamique. Donc on a par exemple Kafka Stream qui permet de faire du streaming, Kafka Connect qui permet d'interfacer d'autres systèmes. On a un système dernièrement qui s'appelle KSQL qui permet de pouvoir faire des requêtes SQL par exemple en streaming directement dans ces topics. Donc par exemple faire des where et des group by sur les données d'un topic et dire en fonction de certaines requêtes SQL, je vais envoyer selon certaines conditions dans un autre topic. L'intérêt et sa force, c'est qu'il est vraiment scalable et tolérant à la panne. Et ce qu'il faut garder en tête, par contre, c'est un peu avec la même philosophie que NoSQL versus un LGBT classique, c'est que c'est applicatif qui apporte beaucoup de logique en fait. Et c'est ce qui, par exemple, va faire de la différence avec d'autres systèmes comme ActiveMQ ou RabbitMQ, où on va pouvoir faire des systèmes de retry ou de schedule de messages. Ici, en Kafka, on ne va pas avoir ces systèmes de, par exemple, de d'éditeur. Et si vous voulez gérer, il va falloir que ce soit applicatif en fait. Au niveau de consumer et producer, qui va porter la logique. Un peu comme dans une base orientée, une base NoSQL. Par exemple, Cassandra, si vous voulez faire des jointures, c'est possible, mais ça a été applicatif qui va devoir gérer la complexité. Enfin aussi, il faut le garder en tête, et David en parlait très bien aussi, qu'on est sur un système distribué. Donc, c'est l'expression no free lunch. Il n'y a pas de repas gratuit. En fait, que ce que vous gagnez d'un côté au niveau haute dispo ou scalabilité, bah, vous perdez en complexité. Vous avez des systèmes qui sont plus complexes, des fois, au niveau, par exemple, cohérence de données, installation ou monitoring. Donc, il faut vous poser la question, est-ce que vous avez besoin aussi de ce que quels sont les plus et moins par rapport à deux technos, est-ce que ça correspond à mon besoin? Ça marche très bien pour beaucoup de use cases, et dans d'autres use cases, ça marche des fois un peu moins bien parce que la partie distribuée n'est pas forcément nécessaire. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, j'avais une question. Moi, j'ai vu dans ta commande, tu parlais de Zookeeper. Ça Ouais. me dit quelque chose, mais je sais pas, j'arrive pas à me Alors rappeler. Zookeeper, en fait, ça va être... Donc Kafka a besoin de gérer ses métadonnées. Typiquement, il a besoin de savoir quelles sont sa liste des topics qui existent, et pour un topic, quelles sont les partitions et sur quelle machine elles sont. Typiquement, en fait, Zookeeper permet de gérer ce système, donc il gère les métadonnées. Et la particularité de Zookeeper, c'est qu'il est entièrement tolérant à la panne. C'est-à-dire que si tu as un nœud qui tombe, il va être un autre nœud en fait va être disponible pour garder cette métadonnée en fait. Et ensuite, il communique avec les brokers. Donc Zookeeper, en fait, c'est la partie qui va gérer les métadonnées au niveau Kafka. C'est lui qui gardait l'offset jusqu'à la version 0.9. Donc maintenant, on a passé 0.10, 0.11 et on est en 1.0. En fait, il gardait l'offset au début, mais ça a été enlevé pour la principale raison que si tu commences à avoir beaucoup de consommateurs, Zookeeper se faisait attaquer par plein de consommateurs directement. Donc maintenant, en fait, cette gestion d'offset est gérée directement au sein des brokers, en fait.
Moi j'ai une question au niveau de la persistance des messages. Ouais. Si j'ai bien compris, on est obligé d'avoir les messages qui sont tout le temps persistants, les événements. C'est un choix, en fait, on choisit une durée de rétention. Ok. Parce que si on n'a pas les messages qui sont persistants, on ne peut pas avoir la fonctionnalité de replay tous les événements C'est qui ça. sont passés. Ok. Mais Ce que j'allais dire, ça peut poser des problèmes en termes de stockage, quoi. Parce que si on stocke les millions d'événements qu'on a tous les jours. En fait, on n'est pas obligé de le faire, dans le sens où on choisit en fait une durée de rétention. Donc même par défaut, c'est 7 jours en fait. Ok. Et ça va dépendre après de ton use case et de ce que tu veux faire en fait. Si tu veux utiliser Kafka juste sur un bus de messages un peu persistant et tu veux dire je vais être capable de retrouver sur mes 7 derniers jours de données, ça va être possible. Par contre, si tu veux aussi utiliser par exemple sur un système d'event sourcing où dans tous les cas tu vas vouloir stocker en totalité tous tes événements, que ce soit dans Kafka ou que ce soit par exemple dans un Cassandra, dans les deux cas en fait, au niveau volume de données, ça va être la même chose. J'avais une petite question, je crois que tu as répondu tout à l'heure, mais il n'y a pas de notion de delay en fait sur Kafka. Si on veut par exemple mettre un message dans la queue et dire il sera traité que dans 1 minute, 2 minutes, un quart d'heure, ça on ne peut pas le faire. Il faut le faire côté applicatif. Ce qu'il faut garder en tête, et c'est pour la principale raison de performance, c'est que le broker il va juste gérer en fait ses entrées-sorties au niveau des logs. Et c'est tout en fait. Tout ce qui est par exemple sur RabbitMQ, il y a des possibilités de dire on va envoyer tel message à telle date. Ça c'est quelque chose qui n'est pas géré en fait par les brokers. Et en fait il y a une raison entre guillemets physique de ce choix, c'est qu'un broker en fait il va faire que de la lecture séquentielle, écriture séquentielle sur disque. C'est-à-dire que vous êtes très performant même avec des disques durs mécaniques en fait. Vous aurez même performance un disque dur mécanique en lecture séquentielle. Il va être aussi rapide qu'un SSD. Et broker en fait il fait jamais d'écriture aléatoire, de random read ou de random write. Et typiquement en fait faire cette notion de je vais renvoyer un message à telle date, ça va obliger les brokers de faire un random write et ça va faire plomber les performances en fait. Ok. J'avais essayé de le faire avec RabbitMQ sans vraiment avoir réussi. Je crois qu'il fallait utiliser un plugin spécial. Est-ce que tu connais un peu plus sur ce Pas truc-là? vraiment expert au niveau RabbitMQ. Ok. Pas de problème. Si. Ouais. En fait, c'est que SSD va pas apporter un gain de performance particulier. Typiquement parce qu'un broker, en fait, il va recevoir des messages et il les écrit dans un fichier à la fin du fichier. Et quand il lit des messages, il monte le fichier en fait. Et il lit le fichier aussi de manière séquentielle en balançant tous les événements dessus. Et en fait, les SSD ils sont surtout performants au niveau des random read ou random write, de lire juste un petit bout de données. Par contre, sur des lectures séquentielles, en fait, c'est à peu près la même perf dessus. Le gros avantage, c'est typiquement un broker Kafka, c'est autant de disques durs mécaniques que de cœurs CPU. Donc typiquement, vous allez avoir un broker avec 8 cœurs et 8 disques par exemple de Tera. Et vous aurez une densité de données qui sera très importante pour un coût donc vous aurez 16 Tera par broker. Par contre, des disques durs mécaniques de 2 Tera, c'est pas forcément ça qui va vous coûter très cher. Oui, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe si deux brokers reçoivent un message au même moment. Comment est géré l'offset? En fait, les deux brokers, c'est deux partitions. Ça va être plutôt, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va être deux partitions. Ça va être deux partitions qui vont recevoir deux messages différents. Et les offsets, ils sont par partition. Donc en fait, il n'y aura pas de problème particulier. Et chaque fois qu'on stocke un offset, en fait, l'offset, il est par partition. Et pas par topic, en fait. Est-ce que ça répond à la question? Une infinité de broker ou de partition? De partition? En fait, typiquement, si trade-off, c'est que si tu mets plein de partitions, ton consumer, il va devoir gérer plein de requêtes HTTP dessus et d'ouverture. Et au niveau de ses buffers aussi. Donc au producer consumer, ça va rajouter des charges. Au niveau des réplications aussi,
ça va être plein de réplications dans tous les sens. Donc ça, et au niveau du broker, en fait, et la charge d'un broker est mesurable en termes de... C'est pas le volume de données, en fait, qui conditionne la charge d'un broker. Ce qui conditionne la charge d'un broker, c'est le nombre de partitions. Donc, typiquement, on parle entre 1000 et 5000 partitions par broker. Mais en fait, un broker est limité par le nombre de partitions maximum qu'il peut gérer, notamment au niveau de sa JVM, etc. Donc en fait, il y a un juste milieu à trouver de un nombre, par exemple, entre 3 et 50 partitions. Pardon. Et ça s'ajuste bien en cours de Non, vie d'une application? ça s'ajuste en fait plutôt au démarrage. Il faut prévoir plutôt cette croissance, de plutôt prévoir un peu plus large en fait, et dire on va partir sur 15 partitions par exemple, mais on n'a que 3 machines. Et si jamais, comme ça, on a vraiment besoin de monter jusqu'à 15 instances, on sera toujours capable de le faire.